Bonsoir et bienvenue dans les murmures de Sherlock Holmes, des histoires racontées à voix basse pour apaiser l'esprit et vous accompagner doucement jusqu'au sommeil. Si ces récits vous aident à trouver le repos, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos enquêtes apaisantes. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-vous porter par cette nouvelle aventure dans les collines parfumées de Provence. Ce soir, nous quittons les brumes de Londres pour les champs de lavande et de roses du sud de la France. À Grasse, capitale mondiale de la parfumerie, un maître parfumeur légendaire vient de mourir dans son laboratoire. Mort naturelle, dit le médecin. Mais une lettre mystérieuse est arrivée à Baker Street, écrite par le défunt lui-même quelques jours avant sa mort. Il craignait pour sa vie. Il avait créé quelque chose de terrible, un parfum capable de masquer l'odeur de n'importe quel poison, et quelqu'un était prêt à tuer pour s'en emparer. L'automne 1895 touchait à sa fin quand une lettre inhabituelle arriva à Baker Street. Elle portait un timbre français et une odeur subtile, mais distincte de fleurs que je ne parvenais pas à identifier. Lavande peut être mêlée à quelque chose de plus doux, de plus complexe. Holmes la renifla longuement avant même de l'ouvrir, ses narines frémissant comme celles d'un chien de chasse. Rose de mai, murmura-t-il, jasmin de Grasse, et une base de musc que je ne reconnais pas. Cette lettre vient d'un parfumeur, Watson, et pas n'importe lequel, quelqu'un qui travaille avec les essences les plus rares et les plus coûteuses. Il décacheta l'enveloppe avec son coupe-papier et en sortit 2 feuillets couverts d'une écriture élégante mais légèrement tremblante. Il lut en silence et je vis son visage se transformer d'abord la curiosité, puis l'intérêt, et finalement une expression grave que je ne lui connaissais que dans les affaires les plus sérieuses. « Écoutez ceci, Watson, dit-il en se calant dans son fauteuil. Monsieur Holmes, je m'appelle Auguste Bellairoze et je suis maître parfumeur à Grasse depuis plus de 40 ans. Mon nom ne vous dira peu, être rien, mais dans le monde de la parfumerie, il est synonyme d'excellence et d'innovation. J'ai créé des fragrances pour les plus grandes maisons de Paris, pour des reines et des impératrices, pour des maharajas et des sultans. Mais aujourd'hui, je vous écris parce que j'ai peur. Peur de ce que j'ai créé et peur de ceux qui veulent s'en emparer. Il y a 6 mois, j'ai achevé une formule sur laquelle je travaillais depuis des années. Un parfum révolutionnaire capable de masquer n'importe quelle odeur, y compris celle des poisons les plus détectables. L'arsenic a une odeur d'ail, le cyanure sent l'amande amère, la strychnine a des notes métalliques. Mon parfum les neutralise toutes, les dissimule sous un voile olfactif impénétrable. J'ai créé cette formule par défi intellectuel, par curiosité scientifique, mais je réalise maintenant l'horreur de ce que j'ai fait. Entre de mauvaises mains, ce parfum serait l'arme parfaite pour les empoisonneurs. Plus besoin de dissimuler le goût du poison dans la nourriture, il suffirait de le vaporiser sur la victime ou dans son environnement, et personne ne sentirait rien. Quelqu'un a appris l'existence de ma formule. Je ne sais pas comment peut être une indiscrétion d'un de mes assistants, peut être une fuite dans ma correspondance. Mais depuis quelques semaines, je sens que l'on m'observe. Des inconnus rôdent autour de ma parfumerie. J'ai reçu des offres d'achat anonymes, puis des menaces voilées. Et depuis 3 jours, je me sens étrangement faible. Des vertiges, des nausées, une fatigue inexplicable. Mon médecin dit que c'est le surmenage, mais j'ai un terrible pressentiment. Je crois que quelqu'un essaie de me tuer lentement, discrètement, pour que ma mort paraisse naturelle. Si cette lettre vous parvient et que je suis mort, je vous en supplie, venez à Grasse, découvrez qui m'a assassiné, et surtout, trouvez ma formule avant qu'il ne le fasse. Je l'ai cachée dans un endroit que seul un vrai connaisseur pourra découvrir. Elle ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. Je joins à cette lettre un échantillon de ma dernière création, non pas le parfum maudit, mais une fragrance que j'ai composée pour vous, monsieur Holmes, d'après ce que j'ai lu de votre personnalité. J'espère qu'elle vous plaira. Avec mes respects les plus sincères, Auguste Bellairoze. Holmes reposa la lettre et resta silencieux un long moment.
Puis il prit le petit flacon qui accompagnait l'envoi, un flacon de cristal taillé, élégant et discret, et en déboucha le bouchon. Un parfum extraordinaire s'éleva dans l'air de notre salon. Des notes de tabac blond, de cuir ancien, de bois de santal, avec quelque chose de plus vif, de plus acéré comme l'éclat d'une lame dans l'obscurité. Remarquable, murmura Holmes. Cet homme me connaissait sans m'avoir jamais rencontré. Il a capturé quelque chose d'essentiel. Il reboucha le flacon et le posa délicatement sur la table. Cette lettre est datée du 15 novembre. Nous sommes le 28. Si Belle-Rose avait raison sur ses pressentiments. Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Je comprenais. Vous pensez qu'il est mort? Je pense que nous devons nous en assurer. Préparez vos bagages, Watson. Nous partons pour la France demain matin. Si Auguste Belle-Rose a été assassiné, je veux que son meurtrier soit traduit en justice. Et si sa formule existe vraiment, je veux m'assurer qu'elle ne serve jamais à tuer. Le voyage jusqu'à Grasse fut long mais agréable. Nous prîmes le train de nuit jusqu'à Paris, traversant la campagne anglaise puis française dans l'obscurité, bercés par le rythme régulier des roues sur les rails. À Paris, nous eûmes quelques heures pour nous restaurer dans un café près de la gare de Lyon avant de prendre le rapide vers le sud. Le paysage qui défilait par la fenêtre était une leçon de géographie vivante. D'abord les plaines grises et brumeuses du nord, avec leurs champs labourés et leurs villages aux clochers pointus. Puis les collines verdoyantes de Bourgogne, couvertes de vignobles, dont les rangées s'alignaient avec une précision géométrique sur les coteaux. La vallée du Rhône ensuite, large et majestueuse, avec ses eaux grises qui coulaient vers la Méditerranée et ses berges plantées de peupliers. Et puis, passé Avignon, tout changea. La lumière devint plus vive, plus dorée, comme si le soleil lui-même avait une autre qualité dans ces régions méridionales. Les oliviers apparurent, leur feuillage argenté frémissant dans la brise. Les cyprès dressaient leurs silhouettes sombres vers le ciel bleu. Et partout, des champs de lavande, des vergers d'amandiers, des vignes gorgées de soleil. L'air lui-même semblait différent quand nous ouvrîmes la fenêtre du compartiment plus sec, plus chaud, chargé de parfums que je n'avais jamais sentis en Angleterre. Le thym sauvage, le romarin, la sarriette, ces herbes de Provence qui poussaient sur les collines calcaires et embaumaient l'atmosphère de leurs arômes puissants. Grasse nous apparut dans la lumière dorée de l'après-midi, nichée sur les flancs d'une colline qui dominait la côte méditerranéenne. C'était une petite ville aux ruelles étroites et sinueuses, aux maisons de pierre blonde coiffées de tuiles romaines, entourées de champs de fleurs qui s'étendaient à perte de vue des roses par milliers, des jasmins aux étoiles blanches, des tubéreuses aux senteurs enivrantes, des violettes timides qui se cachaient sous les feuilles. La ville elle-même respirait la parfumerie. Chaque rue, chaque place, chaque ruelle portait les traces de cette industrie séculaire. Des boutiques aux vitrines remplies de flacons précieux, des ateliers d'où s'échappaient des vapeurs odorantes, des entrepôts où séchaient des montagnes de pétales, tout ici tournait autour de l'art de capturer les odeurs et de les transformer en fragrances. On comprend pourquoi les parfumeurs se sont installés ici, dis-je en respirant profondément, emplissant mes poumons de cet air embaumé. L'air lui-même est une création artistique, une symphonie d'odeurs qui change à chaque brise. Le climat est idéal pour la culture des fleurs, acquiesça Holmes en observant les champs qui s'étendaient sur les collines environnantes. Doux en hiver, chaud en été, avec juste assez d'humidité pour que les plantes s'épanouissent. Et la tradition remonte au Moyen Âge, quand les tanneurs de Grasse ont commencé à parfumer leur cuir pour masquer l'odeur des peaux. De cette nécessité pratique est né un art, puis une industrie, puis une capitale mondiale. Masquer les odeurs, comme la formule de Belle-Rose. Exactement. Il s'inscrivait dans une longue tradition, mais il l'a poussée à son extrême logique et à son extrême danger. Nous descendîmes dans un petit hôtel du centre-ville, une bâtisse ancienne aux volets bleus et à la cour intérieure ornée d'un oranger. L'hôtelier, un homme jovial nommé Monsieur Arnaud, nous accueillit avec cette hospitalité chaleureuse propre au midi. Quand Holmes mentionna le nom de Belle-Rose,
Le visage d'Arnaud s'assombrit. Ah, le pauvre monsieur Belle-Rose. Une tragédie, monsieur. Il est mort il y a 10 jours dans son laboratoire. Le cœur, a dit le docteur. Il travaillait trop, voyez-vous. Toujours penché sur ses flacons, à respirer ses essences. Ce n'est pas bon pour la santé, tout ça. Sa mort a-t-elle surpris les gens ici? Oui et non. Il avait 65 ans, et ces derniers temps, il paraissait fatigué, affaibli. Mais c'était un homme si vigoureux d'habitude. Toujours à marcher dans les champs de fleurs, à grimper les collines pour trouver de nouvelles essences, qu'il soit mort comme ça d'un coup. Il secoua la tête avec tristesse. La parfumerie Belle Rose est-elle encore ouverte? Demanda Holmes. Oui, le neveu a repris les affaires. Lucien Belle-Rose, un garçon, enfin, un homme maintenant. Il doit avoir 30 ans. Pas le même talent que son oncle entre nous. Mais c'est lui l'héritier. Nous remerciâmes l'hôtelier et nous installâmes dans nos chambres. Holmes passa le reste de l'après-midi à étudier ses notes et à réfléchir, tandis que je me promenais dans les ruelles de Grasse, découvrant les boutiques de parfumeurs, les ateliers où l'on distillait les essences, les champs de fleurs qui entouraient la ville comme une couronne odorante. Le lendemain matin, nous nous rendîmes à la parfumerie Belle-Rose. La parfumerie était située à la sortie de la ville, dans une grande bâtisse de pierre provençale entourée de jardins où poussaient des centaines de variétés de fleurs. Un portail de fer forgé ouvrait sur une allée de gravier bordée de rosiers grimpants et au fond, la maison se dressait, majestueuse et paisible, avec ses volets bleus et sa façade ocre dorée par des siècles de soleil. L'odeur qui s'en dégageait était à la fois douce et entêtante, un mélange complexe de fragrances qui semblait changer à chaque pas selon la direction du vent. Ici, c'était la rose qui dominait, riche et veloutée. Là, le jasmin prenait le dessus, capiteux et sensuel. Plus loin, des notes vertes de violette et de feuilles de figuier se mêlaient à la douceur poudrée de l'iris. Dans les jardins, des ouvriers s'affairaient à la cueillette des fleurs, un travail délicat qui devait se faire aux premières heures du matin, avant que le soleil ne fasse évaporer les huiles essentielles contenues dans les pétales. Des paniers d'osier débordés de roses de mai, ces roses centifolia dont Grasse avait fait sa spécialité, avec leurs pétales serrés d'un rose pâle et leur parfum incomparable. Le bâtiment principal abritait la boutique au rez-de-chaussée, une pièce élégante aux murs lambrissés de bois sombre, où des vitrines de verre exposaient les créations de la maison Belle-Rose dans des flacons de cristal taillés. Les bureaux et les appartements occupaient le premier étage, et le laboratoire se trouvait sous les combles un vaste espace baigné de lumière zénitale qui entrait par de grandes verrières orientées au nord, où des centaines de flacons s'alignaient sur des étagères, où des alambics de cuivre brillaient comme de l'or, et où flottaient les fantômes de 1000 parfums créés au fil des décennies. Un domestique nous fit entrer et nous conduisit à travers la boutique, puis dans l'escalier qui menait au bureau. Les murs étaient ornés de gravures anciennes, représentant des scènes de cueillette et de distillation, et des vitrines contenaient des flacons historiques, les premières créations de la maison, datant de plus d'un siècle. Lucien Belle-Rose nous reçut dans le bureau de son défunt oncle. C'était un homme d'une trentaine d'années, mince et nerveux, avec des traits fins qui auraient pu être beaux s'ils n'avaient été marqués par une expression perpétuellement inquiète. Ses yeux, d'un bleu pâle, évitaient souvent notre regard, et ses mains ne cessaient de tripoter les objets sur le bureau, un coupe-papier, un flacon vide, un carnet de notes. « Monsieur Holmes, dit-il avec une déférence qui semblait forcée. C'est un honneur de vous recevoir, mais je dois avouer que je ne comprends pas ce qui vous amène ici. Mon oncle est mort de mort naturelle, le médecin l'a confirmé. Votre oncle m'a écrit quelques jours avant sa mort, répondit Holmes en sortant la lettre de sa poche. Il craignait pour sa vie. Il pensait qu'on essayait de l'empoisonner. Lucien pâlit visiblement. C'est absurde. Mon oncle était parfois paranoïaque, surtout ces derniers temps. Il travaillait sur un projet secret, il ne dormait plus, il voyait des menaces partout. Le docteur Renard dit que c'est le surmenage qui l'a tué. Ce projet secret, savez-vous de quoi il s'agissait? Non.
Mon oncle ne me faisait pas confiance pour ces choses. Il disait que je n'avais pas le nez pour ça. Une amertume perçait dans sa voix. Je suis son neveu, son seul héritier, et il me traitait comme un étranger. Qui d'autre travaillait avec lui? Madeleine Duval, son assistante. Elle est ici depuis 5 ans. C'est elle qui l'aidait dans ses recherches. Si quelqu'un sait ce qu'il préparait, c'est elle. J'aimerais lui parler. Et j'aimerais aussi voir le laboratoire où votre oncle est mort. Lucien hésita un instant, puis hocha la tête. Comme vous voudrez, mais vous ne trouverez rien. La police est venue, le médecin a examiné le corps, tout le monde est d'accord, c'était une mort naturelle. Il nous conduisit à travers la maison, gravissant un escalier étroit qui menait au comble. Le laboratoire de Belle-et-Rose était exactement comme je l'avais imaginé, un sanctuaire dédié à l'art de la parfumerie où chaque objet avait sa place et sa fonction. Des centaines de flacons s'alignaient sur des étagères de bois sombre, chacun étiqueté d'une écriture fine des essences venues du monde entier, des huiles précieuses, des absolus, des concrètes, des teintures. Des alambics de cuivre et de verre occupaient un coin de la pièce, leurs serpentins brillant dans la lumière qui entrait par de grandes fenêtres orientées au nord. Des tables de travail étaient couvertes de mouillettes, ces fines bandelettes de papier que les parfumeurs utilisent pour tester leurs créations, et de carnets de notes remplis de formules cryptiques. L'odeur était extraordinaire, un mélange de toutes les essences qui avaient été manipulées ici au fil des années, comme si le laboratoire lui-même avait absorbé la mémoire olfactive de son créateur. C'est ici qu'on l'a trouvé, dit Lucien en montrant un fauteuil près de la fenêtre. Assis dans ce fauteuil, les yeux fermés, comme s'il dormait, sauf qu'il ne respirait plus. Holmes s'approcha du fauteuil et l'examina avec attention. Il inspecta les accoudoirs, le dossier, le coussin. Puis il se tourna vers la table de travail la plus proche et étudia les flacons qui s'y trouvaient. « Qu'est-ce que c'est que ceci » demanda-t-il en désignant un petit flacon de verre ambré à moitié vide. « Le parfum personnel de mon oncle. Il le portait tous les jours, c'était sa signature, en quelque sorte, une création qu'il avait composée pour lui-même. » Holmes déboucha le flacon et le renifla délicatement. Son visage resta impassible, mais je vis ses yeux se plisser légèrement. « Intéressant, murmura-t-il, très intéressant. » Il remit le flacon en place et continua son inspection, ouvrant des tiroirs, feuilletant des carnets, examinant des instruments. Lucien le regardait faire avec une nervosité croissante. « Monsieur Holmes, je ne vois vraiment pas. » « Où sont les notes de votre oncle concernant son projet secret » interrompit Holmes. « Je ne sais pas. J'ai cherché partout, mais je n'ai rien trouvé. Peut être qu'il les a détruites avant de mourir. Ou peut être que quelqu'un les a prises. » Lucien ouvrit la bouche pour protester, mais à ce moment, une voix féminine s'éleva derrière nous. « Puis-je vous aider, messieurs ?» Nous nous retournâmes. Une jeune femme se tenait dans l'encadrement de la porte grande, mince, avec des cheveux noirs relevés en un chignon simple et des yeux d'un vert profond qui nous observaient avec une curiosité méfiante. Elle portait une blouse de travail qui ne parvenait pas à dissimuler l'élégance naturelle de sa silhouette. « Madeleine Duval, je présume, » dit Holmes en s'inclinant légèrement. « L'assistante de M. Belle-Rose. »« C'est exact. Et vous êtes Sherlock Holmes, le détective anglais. Lucien m'a dit que vous viendriez. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre employeur, si vous le permettez. » Elle entra dans le laboratoire et vint se placer près de la table de travail, ses doigts effleurant les flacons avec une familiarité affectueuse. Bien sûr, Auguste était plus qu'un employeur pour moi. C'était un mentor, un maître. Sa mort m'a dévasté. Étiez-vous au courant de son projet secret, la formule sur laquelle il travaillait ? Une ombre passa sur son visage. Je savais qu'il travaillait sur quelque chose d'important, quelque chose qui l'obsédait, mais il ne m'en a jamais parlé en détail. Il disait que c'était trop dangereux, que moins j'en savais, mieux c'était. Dangereux comment ? Je ne sais pas exactement, mais je l'ai entendu murmurer une fois que s'il avait su ce que sa création pourrait faire, il ne l'aurait jamais commencé. Il semblait effrayé par sa propre œuvre. Holmes hocha lentement la tête. Les derniers jours avant sa mort, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ? Des visiteurs ?
Des comportements étranges? Madeleine réfléchit un moment. Il y a eu un homme, un parfumeur de Paris, Henri Marchand. Il est venu voir Auguste il y a environ 3 semaines. Ils se sont enfermés dans le bureau pendant plus d'une heure, et quand Marchand est parti, Auguste était furieux. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Savez-vous ce qu'ils se sont dit? Non, mais j'ai entendu Auguste crier quelque chose comme jamais vous m'entendez. Jamais je ne vous vendrai ça. Et Marchand a répondu quelque chose que je n'ai pas compris, mais sur un ton menaçant. Ce Marchand est-il toujours à Grasse? Je crois qu'il loge à l'hôtel du Commerce, près de la place aux Airs. Il n'est pas reparti pour Paris après la mort d'Auguste. Ce qui est étrange, vous ne trouvez pas? Holmes et moi échangeâmes son regard. Très étrange en effet. Merci, mademoiselle Duval, vous nous avez été d'une aide précieuse. Nous quittâmes la parfumerie et nous dirigeâmes vers l'hôtel du Commerce, un établissement modeste situé dans le centre de Grasse. Henri Marchand y était effectivement descendu, et il accepta de nous recevoir dans sa chambre, une pièce simple mais propre, dont les fenêtres donnaient sur la place animée du marché. Marchand était un homme d'une 50aine d'années, avec un visage rond et des yeux perçants qui nous évaluèrent immédiatement. Il portait un costume parisien de bonne coupe, mais légèrement défraîchi, comme s'il avait connu des jours meilleurs. Ses mains, que je remarquai tout de suite, étaient celles d'un parfumeur fine, sensible, avec des ongles impeccablement entretenus. Monsieur Holmes, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, votre réputation vous précède. Que puis-je faire pour le célèbre détective de Londres? Je m'intéresse à la mort d'Auguste Belrose. On me dit que vous lui avez rendu visite peu avant son décès. Marchand ne cilla pas. En effet, Auguste et moi étions de vieux connaissances, pas des amis. Non, nous étions plutôt des rivaux, mais nous nous respections mutuellement. L'objet de votre visite? Une proposition commerciale. Je traverse une période difficile, les affaires sont ce qu'elles sont, et j'espérais qu'Auguste accepterait de me céder certaines de ses formules moins importantes. Contre une compensation raisonnable, bien entendu. Et il a refusé. Catégoriquement, Auguste était un homme fier, être trop fier. Il n'aurait jamais vendu son travail, surtout pas à un concurrent. On m'a dit que la conversation s'était terminée sur des menaces. Pour la première fois, Marchand parut déstabilisé. Des menaces? C'est ridicule. Nous avons eu un désaccord, oui. Les voix se sont être élevées. Mais des menaces? Certainement pas. Alors pourquoi êtes-vous resté à Grasse après sa mort? Un homme d'affaires comme vous doit avoir des obligations à Paris. Marchand hésita une fraction de seconde assez pour que Holmes le remarque. J'attends de voir comment les choses évoluent. Le neveu Lucien n'a pas le talent de son oncle. Il aura être besoin de conseils d'un associé. Je pourrais lui être utile. Ou vous pourriez espérer mettre la main sur les formules que Belrose vous a refusées de son vivant. Le visage de Marchand se durcit. Je n'aime pas ce que vous insinuez, monsieur Holmes. Auguste est mort de cause naturelle. Le médecin l'a confirmé. Je n'ai rien à voir avec sa mort. Le médecin en question, c'est le docteur Renard, n'est-ce pas? Je crois, oui, un vieil ami d'Auguste. Vous le connaissez? Encore cette hésitation presque imperceptible. De réputation seulement, c'est le médecin de la bonne société de Grasse. Holmes se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la place en contrebas. Monsieur Marchand, je vais être franc avec vous. Je crois qu'Auguste Belrose a été assassiné. Je crois qu'il travaillait sur une formule qui valait une fortune ou qui pouvait servir à des fins criminelles, et je crois que quelqu'un l'a tué pour s'en emparer. Il se retourna vers Marchand, ses yeux gris perçants fixés sur lui. Si vous êtes impliqué dans cette affaire, je le découvrirai, et si vous ne l'êtes pas, vous avez tout intérêt à coopérer avec moi plutôt qu'à me mettre des bâtons dans les roues. Marchand soutint son regard pendant un long moment, puis détourna les yeux. Je n'ai rien à cacher, monsieur Holmes. Faites votre enquête. Vous verrez que je suis innocent. Notre visite suivante fut pour le docteur Philippe Renard, dont le cabinet se trouvait dans une élégante maison de la vieille ville. C'était un homme distingué d'une 60aine d'années, avec des cheveux argentés soigneusement coiffés et une moustache impeccablement taillée. Il nous reçut dans son bureau,
une pièce au mur tapissée de diplômes et de gravures anatomiques. Monsieur Holmes, docteur Watson, dit-il en nous serrant la main. Je suis honoré de recevoir des confrères aussi distingués. Que puis-je faire pour vous? Nous enquêtons sur la mort d'Auguste Belrose, dit Holmes. Je crois savoir que c'est vous qui avez signé le certificat de décès. Renard hocha la tête avec gravité. En effet, Auguste était mon patient depuis plus de 20 ans et mon ami depuis plus longtemps encore. Sa mort m'a profondément affecté. Quelle était la cause officielle du décès? Insuffisance cardiaque. Auguste souffrait d'une faiblesse du cœur. Depuis plusieurs années, je l'avais prévenu qu'il devait ralentir, se ménager, mais il refusait d'écouter. Il travaillait jour et nuit sur ses formules, respirait des essences potentiellement nocives, ne dormait presque plus. Son cœur a fini par lâcher. Avez-vous pratiqué une autopsie? Non, ce n'était pas nécessaire. La cause du décès était évidente et la famille ne l'a pas demandé. Vous n'avez donc pas vérifié s'il avait été empoisonné? Renard fronça les sourcils. Empoisonné? Pourquoi aurait-il été empoisonné? Auguste n'avait pas d'ennemis. Tout le monde l'aimait à Grasse. Pas tout le monde, apparemment. Quelques jours avant sa mort, il m'a écrit pour me dire qu'il craignait pour sa vie. Il pensait qu'on essayait de l'empoisonner lentement. Le visage de Renard exprima une surprise qui semblait sincère. C'est absurde. Auguste était parfois anxieux, surtout quand il travaillait sur un projet difficile. Mais de là à imaginer qu'on voulait le tuer. Connaissez-vous Henri Marchand, le parfumeur parisien? Une ombre passa sur le visage du médecin. De nom, oui. Auguste m'en a parlé. Un concurrent qui lui a rendu visite récemment, je crois. Pourquoi? Simple curiosité. Et les derniers jours de Belrose, avez-vous remarqué des symptômes particuliers? Quelque chose qui aurait pu indiquer un empoisonnement progressif? Renard réfléchit un moment. Il se plaignait de fatigue, de vertige, de nausées occasionnelles, mais j'ai attribué ces symptômes au surmenage et à son problème cardiaque. Avec le recul, il hésita. Non, c'est impossible. Personne n'aurait pu empoisonner Auguste sans que je le remarque. Personne, sauf quelqu'un qui connaissait parfaitement les poisons et leurs symptômes, dit Holmes d'un ton neutre. Quelqu'un comme un médecin, par exemple. Renard pâlit. Vous m'accusez, monsieur Holmes? Je n'accuse personne pour l'instant. Je pose des questions. C'est mon métier. Le médecin se leva brusquement, visiblement ébranlé. Je crois que cet entretien est terminé. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les adresser à mon avocat. Holmes se leva également, parfaitement calme. Comme vous voudrez, docteur. Mais sachez que je découvrirai la vérité avec ou sans votre coopération. Ce soir-là, de retour à notre hôtel, Holmes et moi dînâmes sur la terrasse, profitant de la douceur de l'air provençal et du parfum des fleurs qui montaient des jardins environnants. Le soleil se couchait sur les collines, teintant le ciel de nuances roses et orangées qui se reflétaient sur les murs blancs de la ville. Au loin, on apercevait la ligne bleue de la Méditerranée, scintillante sous les derniers rayons du jour. On nous servit un repas typiquement provençal, une soupe au pistou parfumé au basilic frais, des légumes grillés arrosés d'huile d'olive, un lapin aux herbes de Provence, et pour finir, une tarte aux figues accompagnée d'un verre de muscat doré. C'était une cuisine simple mais savoureuse qui tirait sa richesse des produits du terroir et du savoir-faire ancestral des cuisinières locales. Holmes mangea distraitement, son esprit visiblement ailleurs. Il regardait le paysage sans le voir, ses doigts tambourinant sur la nappe, ses lèvres remuant parfois comme s'il parlait à lui-même. Alors, Holmes, dis-je en savourant un verre de vin local, un rosé frais aux notes de fruits rouges, qu'avez-vous appris aujourd'hui? Beaucoup de choses, Watson, et pourtant pas assez. Il alluma une cigarette et contempla la fumée qui s'élevait dans l'air du soir, se mêlant au parfum des jardins. Nous avons 3 suspects principaux, chacun avec un mobile possible. Lucien Bellerose, le neveu, qui hérite de la parfumerie mais n'a pas le talent pour la faire prospérer sans les formules de son oncle. Il est nerveux, mal à l'aise, mais est-ce la culpabilité du meurtrier ou simplement l'anxiété naturelle d'un homme qui se retrouve à la tête d'une entreprise qu'il ne maîtrise pas? Vous ne le croyez pas coupable? Je ne l'exclus pas encore, mais son mobile est faible. Même avec les formules, il n'aurait pas le talent de les exploiter.
et il ne semble pas assez intelligent pour avoir conçu un plan d'empoisonnement aussi sophistiqué. Et Madeleine Duval? L'assistante. Elle connaissait tous les secrets de Belle et Rose. Elle avait accès à son laboratoire jour et nuit, à ses parfums personnels, à ses carnets de notes. Si quelqu'un voulait l'empoisonner discrètement, elle était idéalement placée pour le faire. Mais quel serait son mobile? C'est la question qui me trouble. Elle semblait sincèrement affectée par la mort de son maître, les larmes dans ses yeux ne mentaient pas. Et puis, elle n'avait rien à gagner de cette mort. Elle perd son emploi, son mentor, sa raison de vivre professionnelle, à moins qu'elle n'ait été payée par quelqu'un d'autre. Marchand, le rival parisien. Lui, son mobile est clair comme de l'eau de roche, les formules de Belle et Rose pourraient sauver son entreprise en déclin. Il est resté à Grasse après la mort, ce qui est extrêmement suspect. Un homme d'affaires n'a pas le temps de flâner en province sans bonne raison. Et sa réaction quand j'ai mentionné ses menaces m'a semblé révélatrice. Il a menti, j'en suis certain. Holmes écrasa sa cigarette et fixa l'horizon où les dernières lueurs du couchant s'effaçaient lentement. Mais je ne crois pas que Marchand ait agi seul. Empoisonner quelqu'un lentement, discrètement, de façon à ce que la mort paraisse naturelle, cela demande des connaissances médicales qu'un parfumeur n'a pas forcément. Il faut savoir doser le poison, calculer les effets cumulatifs, prévoir les symptômes et s'assurer qu'ils peuvent être attribués à autre chose. Le docteur Renard. Exactement. Il avait les connaissances nécessaires, l'accès aux patients sous prétexte de visite médicale et surtout la capacité de signer un certificat de décès qui écarterait tout soupçon d'empoisonnement. Si Marchand et Renard ont agi ensemble, chacun apportant ses compétences spécifiques au complot. Mais pourquoi Renard aurait-il tué son vieil ami? L'argent, Watson. C'est presque toujours l'argent. J'ai remarqué certains détails chez Renard, son costume était de bonne coupe, mais légèrement usé au coude. Ses chaussures étaient bien cirées, mais les semelles étaient fines. Ce sont les signes d'un homme qui essaie de maintenir les apparences malgré des difficultés financières. Un médecin de province, même réputé, ne gagne pas des fortunes. Si Marchand lui a offert une part substantielle des profits futurs. Holmes écrasa sa cigarette et se leva. Demain, je veux retourner au laboratoire de Belle Rose. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, le parfum personnel qu'il portait. Si ma théorie est correcte, c'est là que nous trouverons la preuve de l'empoisonnement. Et la formule secrète, celle qu'il a cachée. Belle Rose a écrit qu'il l'avait dissimulée dans un endroit que seul un vrai connaisseur pourrait découvrir. Un parfumeur de génie comme lui n'aurait pas choisi un endroit banal, un coffre-fort, un tiroir secret. Non, il aurait utilisé son art, son domaine d'expertise. Il sourit légèrement. Je crois savoir où chercher. Mais d'abord, occupons-nous du meurtre. Le lendemain matin, nous retournâmes à la parfumerie Belle et Rose. Lucien nous accueillit avec une nervosité encore plus marquée que la veille, et je remarquai des cernes sous ses yeux, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Holmes demanda à accéder au laboratoire, ce que Lucien accorda à contre-cœur. Une fois là-haut, Holmes se dirigea immédiatement vers le flacon de parfum personnel qu'il avait remarqué la veille. Watson, venez sentir ceci. Je m'approchai et respirai le parfum. C'était une fragrance agréable, des notes boisées, épicées, avec une touche de fraîcheur citronnée. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de presque imperceptible. Je ne suis pas sûr, dis-je. Il y a peut être une note un peu métallique. Exactement, c'est l'arsenic, Watson. Ou plutôt, c'est ce qui reste de l'odeur de l'arsenic après que quelqu'un a tenté de la masquer avec d'autres essences. Il reboucha le flacon et le glissa dans sa poche. Quelqu'un a ajouté de l'arsenic au parfum personnel de Belle et Rose. L'arsenic peut être absorbé par la peau, surtout s'il est dissous dans une base huileuse comme un parfum. Appliqué quotidiennement, il aurait causé une intoxication progressive, fatigue, vertige, nausée et finalement insuffisance cardiaque. Exactement les symptômes que le docteur Renard a attribués au surmenage. Mais qui a eu accès à ce flacon? C'est la question. Il était posé ici, dans le laboratoire,
accessible à quiconque entrait dans cette pièce, Lucien, Madeleine, des visiteurs comme Marchand, ou quelqu'un qui se serait introduit la nuit. Possible mais risqué. Non, je pense que le coupable est quelqu'un qui avait un accès légitime au laboratoire, quelqu'un que Belle et Rose ne se serait pas méfié de voir manipuler ses flacons. À ce moment, nous entendîmes des pas dans l'escalier. Madeleine Duval apparut, portant un plateau avec du café et des croissants. Je me suis dit que vous auriez peu être faim, messieurs, dit-elle avec un sourire. Les enquêtes, ça creuse l'appétit. Holmes la remercia et accepta une tasse de café. Mais je remarquai qu'il ne la but pas, il la posa sur la table et continua son inspection du laboratoire. Mademoiselle Duval, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Quelle était exactement la nature de votre relation avec Auguste Belle-et-Rose? Elle rougit légèrement. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je pense que vous le voyez très bien. Les rumeurs à Grasse suggèrent que vous étiez plus qu'une simple assistante. Un long silence suivit. Puis Madeleine soupira. Auguste et moi. Oui, nous étions proches, plus proches que ce que l'on attend d'un employeur et de son employé. Mais ce n'était pas ce que les gens croient. Auguste était un homme seul, veuf depuis 15 ans, sans enfant. Je lui apportais de la compagnie, de l'affection. En retour, il m'a tout appris sur l'art de la parfumerie. L'aimiez-vous? Oui, pas comme une amante, plutôt comme une fille aime son père. Il m'a donné une famille, un métier, un sens à ma vie. Alors sa mort vous a vraiment dévasté, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et si quelqu'un l'a tué? Ses yeux brillèrent de larmes. Je veux savoir qui. Je veux comprendre pourquoi. Holmes l'observa un long moment, comme s'il cherchait à lire dans son âme. Je crois que vous dites la vérité, mademoiselle Duval, et je crois que vous pouvez m'aider à trouver le coupable. Comment? En me disant tout ce que vous savez sur Henri Marchand et le docteur Renard, leurs relations, leurs visites, tout ce qui vous semblerait inhabituel. Ce que Madeleine nous raconta au cours de l'heure suivante fut révélateur, un témoignage détaillé qui éclairait d'une lumière nouvelle les événements des dernières semaines. Elle nous parla d'abord de l'atmosphère qui régnait à la parfumerie depuis quelques mois. Auguste Belle-et-Rose, d'ordinaire si serein et si concentré sur son travail, était devenu anxieux, méfiant. Il fermait son laboratoire à clé, même quand il descendait prendre son thé, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il parlait moins, dormait mal, et parfois Madeleine le surprenait à regarder par la fenêtre avec une expression de peur qu'elle ne lui avait jamais vue. Il m'a dit un jour que certaines connaissances étaient des malédictions, raconta-t-elle, les yeux perdus dans le souvenir. Que parfois, en cherchant à repousser les limites de son art, on découvrait des choses qu'on aurait préféré ne jamais savoir. Je n'ai pas compris sur le moment, mais maintenant. Puis elle nous parla de Marchand. Le parfumeur parisien n'était pas seulement venu une fois voir Belle-et-Rose, il était venu 3 fois au cours des dernières semaines, chaque visite plus tendue que la précédente. La première fois, c'était une visite de courtoisie, presque amicale, 2 professionnels qui échangeaient sur leur métier. La deuxième fois, le ton avait changé. Madeleine avait entendu des éclats de voix, des mots comme proposition raisonnable et dernière chance qui lui avaient semblé menaçants. Et lors de sa troisième et dernière visite, Madeleine l'avait surpris dans le laboratoire, seul, alors que Belle-Rose était descendue prendre un appel téléphonique urgent. Il était penché sur la table de travail, près des flacons personnels de M. Belle-Rose, dit-elle, ses yeux verts s'assombrissant au souvenir. Quand je suis entré, il a sursauté comme s'il avait été pris en faute. Il m'a dit qu'il admirait les essences, qu'il voulait sentir la fameuse rose de mai de grâce. Mais son explication sonnait faux, et ses mains tremblaient. Vous l'avez vu manipuler les flacons? Je ne peux pas en être certaine. Mais il y avait quelque chose dans son attitude, comme un enfant pris la main dans le pot de confiture. Et le docteur Renard, il venait régulièrement pour les visites médicales d'Auguste. Mais ces dernières semaines, il venait plus souvent, presque tous les 2 jours. Il disait qu'il voulait surveiller le cœur d'Auguste, mais maintenant que j'y pense, oui, il passait toujours par le laboratoire avant de redescendre. Il disait qu'il admirait les parfums, qu'il voulait en acheter pour sa femme.
Mais Auguste m'a dit une fois que Renard n'avait aucun goût en matière de parfum, qu'il ne distinguait pas une rose d'un jasmin. Holmes se leva brusquement. Watson, nous devons agir vite. Je crois que nos deux suspects sont sur le point de fuir ou de faire disparaître les preuves. Il se tourna vers Madeleine. Savez-vous si le docteur Renard a des dettes ? Je ne sais pas, mais on dit qu'il a perdu beaucoup d'argent dans des investissements malheureux l'année dernière. Des mines de charbon qui ont fait faillite, je crois. Et Marchand ? Sa parfumerie à Paris est au bord de la ruine. Auguste me l'a dit après leur première rencontre. Il a dit « Marchand est désespéré. Un homme désespéré est capable de tout. » Nous quittâmes la parfumerie et nous rendîmes directement à la gendarmerie de Grasse, où Holmes exposa ses conclusions au commissaire local, un homme pragmatique nommé Durand, qui écouta avec attention. « Vous pensez que ces deux hommes ont conspiré pour assassiner M. Bellerose ? Demanda-t-il. « J'en suis convaincu. Marchand voulait les formules de Bellerose pour sauver son entreprise. Renard avait besoin d'argent pour éponger ses dettes. Ensemble, ils ont élaboré un plan. Empoisonner lentement Bellerose avec de l'arsenic dissous dans son parfum personnel, puis faire passer la mort pour naturelle grâce au diagnostic complaisant de Renard. Mais où est la preuve ? Holmes sortit le flacon de sa poche. Faites analyser ce parfum, vous y trouverez des traces d'arsenic. Et quand vous confronterez Marchand et Renard avec cette preuve, je suis certain que l'un d'eux craquera et trahira l'autre. Le commissaire examina le flacon, puis hocha la tête. Je vais faire ce que vous dites, monsieur Holmes. Mais si vous vous trompez, je ne me trompe pas. Arrêtez-les avant qu'ils ne s'enfuient. L'arrestation eut lieu le soir même, dans la lumière dorée du crépuscule provençal. Marchand fut appréhendé à l'hôtel du Commerce, où il faisait ses bagages pour partir le lendemain matin par le premier train. Quand le commissaire Durand et ses gendarmes frappèrent à sa porte, il ouvrit avec l'expression d'un homme qui sait que le piège s'est refermé. Il protesta de son innocence avec véhémence, jurant qu'il n'avait jamais touché au parfum de Bellerose, qu'il était victime d'une machination. Mais quand le commissaire mentionna l'analyse du parfum et les traces d'arsenic qu'on y avait trouvées, sa résistance s'effondra comme un château de cartes. Son visage devint gris, ses épaules s'affaissèrent, et il se laissa tomber sur une chaise, la tête entre les mains. « C'était l'idée de Renard, » murmura-t-il finalement. « Tout était son idée. Moi, je voulais juste acheter les formules. C'est lui qui a suggéré l'autre solution. » Renard fut arrêté à son domicile 1 heure plus tard, alors qu'il dînait tranquillement avec sa femme dans leur salle à manger bourgeoise. Son arrestation causa un véritable séisme dans la bonne société de Grasse le docteur Renard, ce pilier de la communauté, cet homme respectable qui soignait les meilleures familles depuis 30 ans, accusé de meurtre. Les voisins sortirent sur leur balcon pour regarder les gendarmes l'emmener et les murmures scandalisés se répandirent de rue en rue comme une traînée de poudre. Renard, contrairement à Marchand, garda son sang-froid pendant l'arrestation. Il embrassa sa femme, lui assura que tout cela était une erreur qui serait bientôt éclaircie, et suivit les gendarmes avec une dignité qui aurait pu être admirable si elle n'avait pas été celle d'un assassin. Mais confrontés séparément dans les cellules de la gendarmerie, les deux hommes finirent par s'accuser mutuellement, chacun essayant de rejeter la responsabilité sur l'autre. Marchand avoua avoir proposé le plan à Renard lors d'une rencontre fortuite à Paris, 6 mois plus tôt. Les deux hommes se connaissaient vaguement, ils avaient été présentés lors d'un dîner mondain des années auparavant. Marchand, désespéré par la faillite imminente de son entreprise, avait confié ses malheurs au médecin. Et Renard, lui aussi aux prises avec des dettes considérables après des investissements malheureux dans des mines de charbon, avait suggéré une solution radicale. « Bellerose est vieux », avait dit Renard selon les aveux de Marchand. « Son cœur est faible. Si on l'aidait un peu à partir, personne ne poserait de questions. Et ses formules, qui valent une fortune, seraient à prendre. » Le plan était simple et diabolique. Renard fournirait l'arsenic, il avait accès à toutes sortes de substances dans sa pratique médicale et expliquerait à Marchand comment le dissoudre dans un liquide huileux comme un parfum.
Marchand se rendrait à Grasse sous prétexte de négocier l'achat de formules et profiterait d'une de ses visites pour contaminer le parfum personnel de Belle et Rose. Renard, de son côté, augmenterait la fréquence de ses visites médicales pour surveiller l'évolution de l'empoisonnement et s'assurer que les symptômes restaient compatibles avec une mort naturelle. Nous n'avons pas trouvé la formule secrète, admit Marchand avec amertume, les yeux rougis par les larmes de rage et de désespoir. Nous avons cherché partout après sa mort, dans le laboratoire, dans les bureaux, dans les appartements, même dans le jardin. Rien. Le vieux fou l'a emporté dans sa tombe. Holmes, qui avait assisté aux interrogatoires dans un coin de la pièce, sourit légèrement. Non, monsieur Marchand, la formule existe toujours, mais vous n'aviez aucune chance de la trouver, parce que vous ne pensez pas comme un parfumeur. Vous pensez comme un homme d'affaires, en termes de coffre-fort et de documents. Belle et Rose pensait en termes d'odeur et de fragrance. C'est dans ce langage qu'il a caché son secret. Le lendemain, après que Marchand et Renard eurent été officiellement inculpés, Holmes et moi retournâmes une dernière fois à la parfumerie Belle et Rose. Lucien et Madeleine nous attendaient dans le laboratoire, curieux de savoir ce que Holmes avait voulu dire par penser comme un parfumeur. Auguste Belle et Rose était un génie, dit Holmes en arpentant la pièce. Un homme qui pensait en termes d'odeur, de fragrance, de composition olfactive. Quand il a voulu cacher sa formule la plus dangereuse, il n'a pas utilisé un coffre-fort ou un code, il a utilisé son art. Il s'arrêta devant les étagères où s'alignaient des centaines de flacons d'essence. Dans sa lettre, Belle Rose m'a dit qu'il avait caché la formule dans un endroit que seul un vrai connaisseur pourrait découvrir. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un lieu physique, une cachette secrète. Mais ensuite j'ai compris. Il prit un flacon sur l'étagère, un flacon d'essence de rose, et le déboucha. Sentez Ceci, Watson. Je respirais. C'était une odeur de rose, intense et pure. Holmes prit un autre flacon essence de jasmin et me le tendit, puis un troisième vétiver et un quatrième bergamote. Maintenant, sentez-les dans cet ordre précis: rose, jasmin, vétiver, bergamote. Je m'exécutais, respirant chaque essence tour à tour, et soudain, quelque chose se produisit dans mon cerveau, une association, une connexion. C'est comme si les odeurs formaient un message, dis-je, stupéfait. Exactement. Belle et Rose a créé un code olfactif. Chaque essence correspond à une note de musique, à une lettre ou à un chiffre. En respirant les flacons dans le bon ordre, on peut reconstituer la formule. Lucien et Madeleine le regardaient avec des yeux écarquillés. Mais comment savoir quel ordre utiliser, demanda Madeleine. Holmes sortit de sa poche le petit flacon de parfum que Belle et Rose lui avait envoyé avec sa lettre. La clé est ici. Ce parfum que Belle et Rose a composé pour moi, ce n'était pas seulement un cadeau, c'était un indice. Les notes de ce parfum, dans l'ordre où on les perçoit, indiquent l'ordre dans lequel il faut sentir les essences du laboratoire. Il déboucha le flacon et le tendit à Madeleine. « Vous êtes parfumeuse. Dites-moi quelles notes vous percevez, dans l'ordre où elles vous arrivent. » Madeleine ferma les yeux et respira profondément, laissant le parfum révéler ses secrets. Tabac en note de tête, puis cuir, santal, et quelque chose de vif à la fin, comme du poivre ou du gingembre. Tabac, cuir, santal, poivre. Maintenant, trouvez les flacons correspondants dans le laboratoire et sentez-les dans cet ordre. Madeleine s'exécuta, parcourant les étagères jusqu'à trouver les essences correspondantes. Elle les aligna sur la table et les respira une par une, les yeux fermés, concentrés. Soudain, elle s'arrêta. « Mon Dieu, murmura-t-elle, je comprends. Ces essences, leurs noms. Elles épellent quelque chose. T, C, S, P. Non, attendez. » Elle réfléchit intensément. En langage de parfumeur. Tabac commence par T, mais en code olfactif d'Auguste, il utilisait la première note dominante, pas la lettre. Tabac sent le miel et le foin. M et F. Non, ce n'est pas ça non plus. Elle s'interrompit, frustrée. Holmes sourit. Vous approchez, mademoiselle Duval, mais la clé n'est pas dans les lettres, elle est dans les tiroirs.
Regardez les flacons que vous avez sélectionnés. Chacun provient d'un tiroir différent. Ces tiroirs sont numérotés. Madeleine regarda les étagères. Effectivement, chaque section était numérotée de 1 à 24. Tabac vient du tiroir 7, cuir du tiroir 3, santal du 15, poivre du 9. Tsisan Iwudio, dit Holmes, un code numérique. Maintenant, regardez autour de vous. Y a-t-il quelque chose dans ce laboratoire qui pourrait être ouvert avec un code à 4 chiffres? Lucien, qui était resté silencieux jusque-là, s'exclama soudain. Le coffret, le vieux coffret d'ébène sur la cheminée. Mon oncle m'a toujours interdit d'y toucher. Il a un cadenas à combinaison. Nous nous précipitâmes vers la cheminée. Un petit coffret d'ébène incrusté de nacre y trônait, orné d'un cadenas de cuivre avec 4 molettes numérotées. Holmes composa la combinaison 73159. Le cadenas s'ouvrit avec un clic satisfaisant. À l'intérieur du coffret, sur un coussin de velours pourpre, reposait un petit carnet relié de cuir rouge. Holmes le prit délicatement et l'ouvrit. Les pages étaient couvertes de l'écriture fine de Bellairoz, des formules, des proportions, des notes techniques, et sur la première page, un titre. Le voile d'Orphée formule pour masquer toute odeur indésirable, y compris celle des poisons les plus détectables, à ne jamais divulguer. Holmes referma le carnet et le tendit à Madeleine. Ceci vous appartient maintenant, mademoiselle Duval. Vous êtes la seule héritière spirituelle de Belle-Rose, la seule qui comprenne vraiment son art. À vous de décider ce qu'il convient d'en faire. Madeleine prit le carnet avec révérence, les larmes aux yeux. Je sais ce qu'Auguste aurait voulu. Cette formule est trop dangereuse pour exister. Elle marcha jusqu'à la cheminée, où un feu brûlait doucement, et sans hésitation, elle jeta le carnet dans les flammes. Nous regardâmes en silence le cuir se recroqueviller, les pages noircir et se consumer, les secrets de Belle-Rose disparaître dans le feu. En quelques minutes, il ne resta plus rien, juste des cendres grises qui s'envolèrent dans le conduit de la cheminée. C'est mieux ainsi, dit Madeleine d'une voix ferme. Certaines connaissances ne devraient jamais voir le jour. Holmes hocha la tête avec approbation. Auguste Bellairoz serait fier de vous, mademoiselle. Vous avez fait ce qu'il n'avait pas eu le courage de faire lui-même. Nous quittâmes Grasse le lendemain matin, après avoir fait nos adieux à Madeleine et à Lucien. Ce dernier, libéré du soupçon et de la peur, semblait déjà plus détendu. Il avait proposé à Madeleine de devenir son associé et de diriger ensemble la parfumerie, une association qui promettait d'être fructueuse. Le train nous ramena vers le nord, traversant en sens inverse les paysages que nous avions admirés à l'aller les collines de Provence avec leurs oliviers argentés, les vignobles de la vallée du Rhône où les vendanges approchaient, les plaines plus sombres du nord où l'automne commençait à jaunir les feuilles des arbres. Le contraste entre la lumière dorée de Grasse et la grisaille de la France septentrionale était saisissant. En quelques heures, nous passions d'un monde de couleurs et de parfums à un monde plus austère, plus familier aussi, celui qui menait vers l'Angleterre et notre appartement de Baker Street. Holmes resta silencieux pendant la majeure partie du voyage, perdu dans ses pensées, regardant le paysage défiler par la fenêtre du compartiment. De temps en temps, il sortait le petit flacon de parfum que Belle-Rose lui avait envoyé et le contemplait à la lumière changeante du jour, comme s'il y cherchait des réponses à des questions qu'il n'avait pas encore formulées. Je respectais son silence, sachant que ces moments de réflexion étaient essentiels pour lui. Holmes avait besoin de temps pour digérer une affaire, pour en extraire les leçons et les ranger dans les archives de son esprit méthodique. C'était ainsi qu'il construisait son expertise, affaire après affaire, détail après détail. « À quoi pensez-vous, Holmes » demandai-je finalement, alors que nous approchions de Paris et que les premières lumières de la banlieue apparaissaient dans le crépuscule. « Je pense à Auguste Bellairoz, répondit-il, un homme de génie, tué par sa propre création, ou du moins par ce que sa création représentait. Il a passé sa vie à créer de la beauté, des parfums qui enchantaient les sens et élevaient l'âme. Et pourtant, sa dernière œuvre était une arme, un outil de mort. Il ne voulait pas qu'elle serve à ça. Non, mais c'est le destin de toutes les inventions, Watson.
Le feu réchauffe et cuisine, mais il brûle aussi. Le fer forge des charrues et des épées. La chimie guérit et empoisonne. Le génie humain est amoral, il crée sans se soucier de l'usage qu'on fera de ses créations. Vous pensez que Madeleine a eu raison de brûler la formule? Je pense qu'elle a fait le choix le plus sage. Cette formule, entre de mauvaises mains, aurait pu causer des dizaines, des centaines de morts, des empoisonnements indétectables, des assassinats parfaits. En la détruisant, elle a pu être sauvée des vies que nous ne connaîtrons jamais. Il alluma une cigarette et exhala un nuage de fumée qui se dissipa dans l'air du compartiment. Mais je me demande parfois, Watson, si la connaissance peut vraiment être détruite. Belle-Rose a découvert cette formule, d'autres pourraient la redécouvrir. Les secrets de la nature finissent toujours par être percés, tôt ou tard. C'est une pensée inquiétante. C'est une pensée réaliste. Le progrès est inexorable, pour le meilleur et pour le pire. Notre seul espoir est que ceux qui détiennent le savoir aient aussi la sagesse de l'utiliser à bon escient. Le train entra en gare de Paris, et nous descendîmes pour attraper notre correspondance vers Calais et le ferry pour l'Angleterre. La nuit tombait sur la capitale française, illuminant les boulevards de millions de lumières qui scintillaient comme des étoiles terrestres. Une dernière chose me trouble, dis-je alors que nous attendions sur le quai. Comment avez-vous su que le parfum personnel de Belle-Rose était empoisonné? Vous l'avez reniflé une seule fois, et vous avez immédiatement soupçonné l'arsenic. Holmes sourit. L'arsenic a une odeur caractéristique, Watson légèrement aliacée, métallique. La plupart des gens ne l'aperçoivent pas parce qu'ils n'ont jamais appris à la reconnaître. Mais j'ai passé des années à entraîner mes sens, à cataloguer les odeurs comme d'autres cataloguent les empreintes digitales ou les écritures. Vous êtes devenu un parfumeur vous-même, en quelque sorte. Un parfumeur du crime peut être. Chaque poison a sa signature olfactive, chaque substance laisse une trace que le nez entraîné peut détecter. Belle-Rose le savait, c'est pour cela qu'il a créé son voile d'Orphée, pour masquer ses signatures. Et c'est pour cela que sa formule était si dangereuse. Notre train arriva, et nous montâmes dans un compartiment de première classe. Bientôt nous filions vers la côte, vers la Manche, vers l'Angleterre et Baker Street. Holmes, dis-je alors que les lumières de Paris disparaissaient dans la nuit, le parfum que Belle-Rose vous a envoyé, celui avec les notes de tabac et de cuir, allez-vous le garder? Holmes sortit le petit flacon de sa poche et le contempla à la lumière de la lampe du compartiment. Oui, je crois. C'est l'œuvre d'un génie, la dernière création d'un homme qui savait lire l'âme des autres à travers les odeurs. Il m'a composé un parfum sans jamais m'avoir rencontré, et pourtant, il déboucha le flacon et respira profondément. Pourtant, il a capturé quelque chose de vrai, quelque chose que je reconnais comme moi-même. Il reboucha le flacon et le rangea soigneusement. C'est peu être le plus bel hommage qu'on puisse rendre à un artiste, Watson, garder son œuvre vivante même après sa mort. Auguste Belle-Rose continuera d'exister dans ce parfum, longtemps après que ses cendres auront été dispersées par le vent de Provence. Le train filait dans la nuit, nous ramenant vers l'Angleterre. Et dans la poche de Holmes, un petit flacon de cristal contenait l'essence d'un homme, son génie, sa sensibilité, son âme transformée en fragrance. Quelques semaines plus tard, nous apprîmes que Marchand et Renard avaient été condamnés par le tribunal de grâce. Marchand reçut une peine de travaux forcés à perpétuité pour meurtre avec préméditation. Renard, en tant que complice, et pour avoir abusé de sa position de médecin, fut condamné à 20 ans de réclusion. La parfumerie Belle-Rose, sous la direction conjointe de Lucien et Madeleine, retrouva sa prospérité. Les formules classiques d'Auguste, celles qui n'avaient rien de dangereux, continuèrent d'être produites et vendues dans le monde entier. Et Madeleine, qui avait hérité du talent de son maître, créa de nouvelles fragrances qui firent sa renommée dans les cercles de la haute parfumerie. Quant au voile d'Orphée, il resta ce qu'il aurait toujours dû être un secret, une légende, une histoire qu'on murmurait parfois dans les laboratoires de Grasse, mais que personne ne pouvait confirmer ni infirmer. Et parfois, le soir, quand Holmes était d'humeur contemplative, il sortait le petit flacon de cristal et respirait le parfum que Belle-Rose lui avait composé. Et pendant un instant,
Le génie du maître parfumeur semblait revivre dans notre salon de Baker Street, son esprit flottant dans les volutes d'une fragrance qui avait su capturer l'essence même de Sherlock Holmes. Merci d'avoir écouté cette histoire des murmures de Sherlock Holmes. La parfumerie de Grasse nous rappelle que la beauté et le danger peuvent naître de la même source, et que le génie humain porte en lui la capacité de créer aussi bien que de détruire. Cette histoire nous enseigne aussi que certains secrets sont trop dangereux pour être préservés et qu'il faut parfois le courage de détruire ce qu'on a créé pour protéger le monde de ses propres inventions. À présent, laissez la nuit vous envelopper doucement. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez les champs de lavande et de roses de Provence, leur parfum doux et enivrant montant vers vous comme une caresse. Laissez ces fragrances imaginaires vous bercer vers le sommeil, comme les plus belles créations d'Auguste Belle-et-Rose berçaient ceux qui avaient la chance de les porter. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines veillées avec Sherlock Holmes. Je vous souhaite une douce et paisible nuit. Puissent vos rêves être remplis de jardins fleuris, de collines ensoleillées et du parfum subtil de la lavande qui pousse sur les hauteurs de Grasse. Bonne nuit.